Bonjour Noémie, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une nouvelle édition de la communication scientifique de crise et maintenant. Depuis mi-mars, vous nous avez suivis, j'en suis sûre, pour une dizaine d'interviews avec des professionnels de la communication scientifique, de la médiation, du journalisme, des professionnels à qui nous avons posé toujours 3 questions sur leur expérience en ce moment pendant la crise, leur pratique professionnelle et le rôle de la médiation scientifique pendant cette crise. Et on a décidé avec l'équipe, avec Noémie, avec, vous le verrez dans une prochaine vidéo, Catherine Oualian, de nous aussi répondre à ces questions et de revenir sur les premières interviews que nous avons réalisées depuis mars. Aujourd'hui, je suis avec Noémie, coordinatrice de l'EDM. Noémie, bonjour. Est-ce que tu veux rapidement dire quelque chose en plus? Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ça nous fait plaisir de continuer à être en relation avec vous. Ça a été pas toujours simple pendant le confinement, même si on va en parler. On a cherché à trouver des solutions pour garder le contact. Et puis là, c'est l'occasion aussi de synthétiser un peu tout ce qui s'est dit et puis de continuer à penser à l'après. Très bien. Et justement, à l'école de la médiation, comment est-ce que vous, même comment nous, parce que je ne me suis pas présentée, hein, mais Rim Bedelmoufok, chargée de communication à l'école de la médiation, comment est-ce qu'on a géré cette crise? L'école de la médiation, on est donc multipartenaire, mais on a 5 permanentes, 5 femmes qui, à la Cité des Sciences, dans les bureaux de la Cité des Sciences, travaillons à temps plein sur le projet. Et donc, confinement, donc on a été confinés chacune chez nous, avec plus ou moins de possibilités de continuer nos activités, plus ou moins de matériel, et ça toujours en relation avec nos différents partenaires. Et donc, comme chacune, hein, on s'est retrouvés coincés dans nos appartements. On vit toutes en région parisienne, donc a priori dans des petits espaces avec parfois des soucis de connexion. Donc, en tout cas moi, j'ai vu beaucoup. On a été coincés, on a blâmé nos connexions Internet, mais on a aussi découvert tout plein d'outils. Ça nous a rappelé nos envies, nos objectifs, nos valeurs, la volonté de ne pas travailler seul, de continuer à toujours travailler avec d'autres. On a aussi eu l'occasion de tester des nouveaux formats, des nouveaux outils, modifier, de changer, d'abandonner, de reprogrammer, de transformer, d'adapter, de recréer, de découvrir. On s'est confronté, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, à nos images, que ce soit en se filmant, mais aussi en réunion Zoom. On se retrouve à se voir quand on se parle, c'est parfois un peu perturbant. On a cru à la fin du confinement que tout allait repartir à peu près comme avant, sans savoir totalement si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Et puis, désormais, on voit que ça ne va pas si vite et qu'il faut continuer à toujours pareil, à abandonner, à reprogrammer, à transformer, à adapter, à découvrir. C'est c'est une constante réflexion sur ce qu'on fait et réaffirmation aussi de ce qu'on veut faire. Et là, en ce moment, on est censé reprendre des formations en présentiel. Catherine a pu en faire une la semaine dernière, mais est-ce que la semaine prochaine, ça sera encore possible? On se pose pas mal de questions sur jusqu'où on pousse, quand on veut faire du présentiel, les mesures barrières. Du coup, ça nous amène à devoir stopper, à devoir arrêter, modifier sur tout ce qui est le travail collectif en réel. Ou alors, comment, à distance, on arrive à continuer à faire du collectif, à faire de la co-construction. On est obligé constamment de redéfinir nos actions. On a aussi, à travers ce confinement, envie de prendre le temps pour réfléchir à ce qui se passe. Et pourtant, le temps file, il continue à être surbooké tout le temps. Donc, c'est une période qui est particulière pour l'école de la médiation et qui nous amène, moi je trouve, à nous poser à peu près les mêmes questions que les questions qui se posent en médiation. Et c'est super intéressant parce que du coup, on est dans l'observation assez admirative d'ailleurs de comment tous les acteurs de la culture scientifique ont réagi à cette crise
qui dure. Et on voit aussi que, un peu comme la vache qui rit, hein, que ce qu'ils font, que les questions qu'ils se posent, c'est aussi les questions que nous, on se pose à notre niveau, au niveau de la formation. C'est Donc, vrai que ouais. pardon. C'est vrai que c'était très intéressant d'avoir justement plusieurs profils pendant toutes ces interviews. On a eu des personnes qui font de la médiation face publique, mais on a aussi eu des personnes qui vont faire de la conception. On a des personnes qui étaient plutôt dans le lien entre la recherche et la médiation. Donc, on a vraiment eu tout un panorama de personnes et de pratiques professionnelles. Et comme tu le disais, les changements ont eu lieu pendant la crise, pendant le confinement, mais maintenant on a des conséquences qui vont durer X temps, on ne sait pas. Donc, c'est ces questionnements. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on s'était demandé, est-ce qu'on fait nous-mêmes, on répond aux 3 questions qu'on a posées aux professionnels? Est-ce qu'on fait uniquement une synthèse de ces interviews? Est-ce qu'on ouvre la voie vers 2021? On parle de ce qu'on va faire en 2021. C'est compliqué aujourd'hui de donner un parcours, de redonner une réponse à ces questions. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on ferait une synthèse rapide de ce qui s'est dit pendant ces interviews, mais aussi de se poser les questions, du coup, ce que ça veut dire pour l'après. Parce que ces personnes qu'on a interrogées, on les a interrogées pendant le confinement, tout justement à la sortie du confinement. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que maintenant, avec la réouverture des structures, avec les gestes barrières qui sont un petit peu plus, j'ai envie de dire, connus, j'espère en tout cas, voilà, maintenant, dans les lieux culturels, dans les lieux de travail, est-ce que ça a changé les choses? Donc Noémie, par exemple, une des questions qu'on a posées à tout le monde, c'était par rapport au public, aux pratiques professionnelles, par rapport aux personnes en face, aux personnes pour qui on conçoit des médiations, mais aussi maintenant des formations, hein, nous. Est-ce que tu dirais qu'il y a un nouveau rapport au public? C'est toujours le même, mais il évolue constamment? Alors moi, l'impression que j'ai eue en rencontrant ces 11 personnes et en prenant justement un peu de temps, il y avait tout le temps de préparation avant le live, hein, où on passait parfois 2 heures de préparation à discuter des activités des personnes qu'on allait interroger, et puis pour préciser ensemble quels étaient les messages essentiels qu'on voulait faire passer, quel était l'angle qu'on allait choisir sur cette intervention. Et ensuite, on prolongeait les échanges en live. Et du coup, ça amenait les professionnels qui sont d'habitude tout le temps le nez dans le guidon des actions à devoir aussi prendre un peu de recul. Et nous, ça fait partie des choses qu'on défend, c'est que c'est hyper important d'avoir un regard réflexif sur nos actions. Et là, on a pu le faire à travers ces lives, et c'était assez passionnant. Et donc, sur les questions du public, moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 axes en réécoutant cette interview. Il y avait 3 axes forts qui revenaient. C'était cet éloignement physique. Et aujourd'hui, ces gestes barrières hyper contraignants, qu'est-ce que ça amène à modifier, à transformer sur nos formats et nos médiations actuelles? Quelle est la nouvelle interaction qu'on a avec nos publics? Et en découle une réflexion sur nos postures en tant qu'intervenant, intervenante, médiateur, médiatrice. La première question, sur la question de l'éloignement et des gestes barrières, moi j'ai trouvé que tout le monde se posait beaucoup de questions sur leurs activités, sur leur public, sur les buts de leurs activités. Est-ce qu'on continue ce qu'on faisait en l'adaptant, mais alors jusqu'où on va dans la transformation et comment on fait pour ne pas perdre ce qu'on voulait faire au départ? Est-ce que ces nouvelles contraintes nous amènent à développer d'autres offres plus adaptées à l'éloignement, au confinement, aux gestes barrières? Ou est-ce qu'on abandonne certaines choses pour se concentrer sur l'après? Alors, pendant le confinement, c'était sur la réouverture, hein. Et le confinement, il rendait vraiment criant le besoin d'humain, de relations interpersonnelles, de médiation, mais comment le faire? Quelle modalité? Et pourquoi pas l'emploi de médiums numériques? Et nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'observatrices, c'était hyper stimulant de voir des gens penser tout haut. Et de voir qu'une des grandes questions, c'était mais comment on continue à
à être nous-mêmes. Comment on n'oublie pas quel est le positionnement de nos structures. Je me souviens, je crois que c'est Paul Boniface qui parlait de comment on garde notre expertise. Et comment, pour garder son expertise, ça nécessite de vraiment la préciser, la connaître, la redéfinir. Et ça a amené la plupart des gens à vraiment se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait et quel est notre positionnement par rapport aux autres structures. Comment on ne fait pas comme tout le monde, comment on retrouve avec ces contraintes qui on est, qui on ressemble. Alors, chez Trace, c'était l'engagement des publics. Là, si on doit faire du live, comment on continue à valoriser l'engagement et la participation des publics. Au Dôme, c'était comment, François Millet au Dôme, c'était comment on propose de la recherche participative et pas des manifs qui existent depuis longtemps. Au vaisseau, au contraire, c'était comment on continue à proposer des manifs pour les publics. Quelles démarches projets sont possibles en période de confinement à Exploradome. Comment on continue à mettre en relation des enseignants, des enseignantes et des pros de la recherche, par exemple au cercle FSER. Et du coup, ça a obligé à se re-questionner vraiment sur qui sont nos publics, qui est-ce qu'on est nous et quels sont nos objectifs. Et ça, au quotidien, nous, on se bat énormément pour que les médiateurs et les médiatrices se posent ces questions-là. Et au quotidien, des fois, on n'a pas le temps. Et là, on a été vraiment forcé de le refaire. Et ça, c'est par exemple sur les formations qu'on propose, c'est vraiment souvent au cœur du programme et en général, à la fin souvent nos formations, elles durent 2-3 jours. Et à la fin du premier jour, les gens partent en se disant « Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même plein de choses qu'on ne fait pas, on ne se questionne pas là-dessus, ni là-dessus, ni là-dessus. Et on voit qu'il y a un certain poids à la fin du premier jour de remise en question des pratiques. L'objectif étant que le deuxième et le troisième jour, quand il y a 3 jours, on se dise « Ah, mais en fait, c'est pas si compliqué de se poser ces questions-là. Ça prend pas tant de temps que ça. » Ça amène effectivement à gagner beaucoup de temps sur la suite. Je pense par exemple à une formation qui s'appelle « Innover dans ses pratiques de médiation ». Et là, on re-questionne les besoins des parties prenantes et les objectifs et la stratégie de notre structure. Où je pense à une formation, gérer un projet de médiation avec méthode qui va avoir lieu là en novembre, en présentiel si c'est possible, ou on le fera à distance si c'est pas possible en présentiel, ou à la formation perfectionner la conception de ces médiations, qui aura lieu les 2-3 décembre, où on insiste notamment sur le besoin de définir précisément ces publics à travers la technique des personas et de définir ses objectifs quand on construit une médiation. Ce qui permettra à terme d'évaluer aussi ce qu'on a proposé. D'ailleurs, à propos d'évaluation, je ne reviendrai pas exactement sur tout ce qu'on a dit, mais si c'est une thématique qui vous intéresse, on a beaucoup échangé là-dessus avec Héloïse Dufour et Agathe Franck du Cercle FSER, qui sont vraiment exemplaires sur cette question-là. Donc, n'hésitez pas à réécouter aussi ces échanges. C'est plutôt dans la deuxième partie de l'entretien. Et a priori, on va vous proposer aussi des rendez-vous sur l'évaluation, mais ça sera l'année prochaine. On est encore en train de caler ça. Alors, la deuxième, pour moi, la deuxième chose assez intéressante, donc, c'est quels sont nos formats, quels sont nos objectifs, mais c'était aussi qui sont nos publics. Et là, plusieurs fois dans les entretiens, on avait les médiateurs, les médiatrices, les chargés de projet qui disaient donc on a testé des choses, hein, il y avait aussi vraiment cette notion d'apprendre en créant, mais on t'attendait à ce que ça se passe comme ça, à ce que les publics réagissent de cette manière-là, et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Par exemple, Fabien Boisier à l'Exploradome, il parlait de la réouverture du centre de sciences et il disait on s'attendait à ce que ce soit les voisins et les voisines de l'Exploradome, les gens qui habitent Vitry, qui connaissent déjà bien notre structure, qui ont envie de revenir. Et en fait, finalement, c'était beaucoup de primo-visiteurs. Les premiers, c'était des premiers visiteurs et des primo-visiteurs du lieu. Et pareil, ils ne s'attendaient pas à ce que les gens aient autant confiance en l'Exploradome pour assurer les gestes barrières et n'avaient pas du tout de crainte par rapport au Covid quand ils visitaient le lieu. Je pense aussi à Paul Boniface à Trace, qui lui,
en lançant des médiations en live sur Twitch, se disait ça va être pour des toutes petites choses, les publics ont tellement d'autres choses à penser que de faire de la médiation. Et en fait, il y a eu un nombre incroyable d'inscriptions parce qu'il y avait aussi moins d'offres et un besoin très fort de découvrir des nouveaux formats et d'assister à de la médiation. Donc, cette manière de se dire ça va se passer comme ça et d'être confronté finalement à une différence et puis aussi de se dire mais finalement qui sont exactement nos publics, notamment à travers ces offres numériques qui ont été développées. Et moi ça me faisait sourire régulièrement parce que ça rentre parfaitement dans les réflexions qu'on engage aussi depuis janvier au sein de l'école de la médiation. On a un cycle de rencontres professionnelles mensuelles autour de la thématique des publics. Et chaque mois, depuis janvier, alors il y en a qu'on a dû annuler aussi, hein, on interroge nos représentations et l'utilisation même du terme de public. Les nouvelles interactions qu'on développe, elles ne nécessitent pas l'emploi de nouveaux termes, hein, adaptés à chaque expérience, par exemple usager, usagère, participant, participante, bénéficiaire, partie prenante, etc. Et du coup, les questions qu'on se posait en live étaient exactement les questions qu'on posait lors de nos rencontres professionnelles depuis janvier. Alors, on a d'ailleurs ces rencontres professionnelles, on a nous aussi été obligés de les adapter. Hein. Jusque-là, on faisait des choses en présentiel. Hein. On insistait énormément sur le présentiel parce qu'un de nos objectifs, c'était la mise en réseau. Et donc, on se disait quoi de mieux pour de la mise en réseau que de l'informel aussi par moment, et ça on doit le faire en présentiel. On a commencé par annuler une rencontre, et puis ensuite on est passé au distanciel, hein, on est passé par Zoom, et du coup on a aussi essuyé les plâtres et on s'est posé les mêmes questions. Ces formats-là par Zoom n'étaient-ils pas trop descendants? Comment on arrivait à gérer le temps sur en général des temps encore plus courts, hyper contraints, et puis si en plus on utilise Klaxoon, on utilise Mural pour permettre de la co-conception, ça prend aussi énormément de temps, ne serait-ce que pour choper la technique. Et alors dans ces cas-là, on perd complètement l'informel, mais en même temps, ça permettait énormément de sortir de l'entre-soi. D'habitude, nos rencontres, c'est quand même un peu tout le temps les mêmes personnes. Là, ça a permis à des gens qui venaient de nouveaux territoires géographiques, mais aussi qui étaient dans d'autres champs disciplinaires que les nôtres, de participer. On a pu aussi faire intervenir des personnes beaucoup plus éloignées et qui se retrouvaient aussi disponibles sur 1 ou 2 heures. Donc maintenant, finalement, il y a possible en présentiel, mais tout d'un coup, on a un nouvel outil, un nouveau format, le format distanciel, et ça va être à chaque fois, finalement, de se dire on a nos contraintes, on a nos objectifs, et on a maintenant des formats d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un de format distanciel, hein, des formats à distance supplémentaires, et puis on pourra imaginer d'autres choses. Donc nous, là, on continue notre cycle de rencontres professionnelles autour des publics. On verra. Hein. Y en a qu'on aimerait bien faire en présentiel, mais qu'on sera peut-être obligé à J-15 jours à peu près de remettre en distanciel parce que ça sera plus simple. Et en octobre, on parle inclusion et droits culturels. Hein. L'inclusion, ça a aussi été une vraie question pendant ce confinement. On s'est posé cette question de l'inclusion de la fracture numérique, mais c'est une question qui finalement systématiquement, hein, est-ce que les références culturelles ne ferment pas aussi un certain nombre de portes de nos institutions globalement, et c'est pas qu'une histoire qu'une histoire technique et d'accès au numérique. En novembre, on se posera la question de l'interactivité du numérique. Donc on a modifié, on devait parler d'autre chose au départ, et on a modifié la thématique de la rencontre de novembre. Et en décembre, on interrogera la relation aux fidèles, à ces publics qui sont des experts de notre structure et qui parfois nous fatiguent un peu parce qu'on a du mal à trouver exactement quelle place leur donner. Et pour continuer sur la question des publics, les 10 et 11 décembre, on termine l'année en beauté avec une formation, enfin en beauté j'espère, qui s'appelle Impliquer les publics de la médiation grâce aux démarches participatives, où vraiment on réinterroge les relations aux public, aux parties prenantes, aux bénéficiaires, on choisit le terme qu'on veut. Et alors, un dernier point que je voulais relever de ce qu'on a
de ce qui est ressorti de ces entretiens, c'est la question sur les postures. Les postures, on en parle régulièrement, mais là, de se retrouver à distance et à devoir faire des médiations comme on pouvait, avec des bouts de ficelle, et bah, ça a aussi questionné nos postures, et notamment la posture de l'expert. Je pense notamment à Julien Bobroff, qui est donc chercheur, qui est un vulgarisateur renommé, qui fait des conférences d'habitude non confinées, et en utilisant des moyens de haute qualité. Et là, il s'est retrouvé chez lui à devoir utiliser sa planche à repasser et mettre une nappe dessus pour pouvoir écrire des formules, à être en chaussettes parce que chez lui, on est en chaussettes. Et ça a complètement modifié sa relation au public. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ce côté bout de ficelle, quand on l'assume, c'est aussi un super moyen de se rapprocher de ses publics et d'avoir des interactions beaucoup plus fortes. Et ça, du coup, moi, je suis persuadée que ça a aussi permis à toutes les personnes qui ont assisté à ces conférences de aussi changer leur regard sur les chercheurs et sur les chercheuses. Ce sont des gens comme tout le monde. Et ça a vraiment rapproché les liens. Et c'est le même type de réflexion qu'avaient Agathe Frank et Héloïse Dufour, qui organisent des speed meetings entre des professionnels de la recherche et des classes. Et comme elles font beaucoup d'évaluations, elles ont un certain nombre de retours. Et là, les retours qu'elles ont eus, c'était que sur ces rencontres en numérique, eh bien, les élèves étaient autant, voire même plus enthousiastes sur leurs rencontres faites à distance. Et elles expliquent ça potentiellement par le fait que d'habitude, effectivement, les chercheurs et les chercheuses viennent jusque dans leur lycée, mais ça a un côté assez, ils viennent, on déroule le tapis rouge, ils arrivent à plusieurs, et c'est un truc très, très événementiel. Alors que là, la rencontre, elle se faisait avec des chercheurs et des chercheuses qui se rendaient disponibles, mais il n'y avait pas sous ce cérémonial. Et en plus, les chercheurs et les chercheuses utilisaient des outils numériques. Et pour des digital natifs, c'est leurs outils. Donc tout d'un coup, on rentre dans leur monde et on n'est pas dans un truc encore formel de la classe. Et donc, visiblement, ça a quand même pas mal changé les postures des professionnels de la recherche qui s'impliquent dans des actions de diffusion de la culture scientifique. Et forcément, ça questionne aussi, nous, en tant que médiateurs, en tant que médiatrices, notre rôle et nos postures. Parce que c'est tellement facile de tomber dans un truc hyper descendant en numérique que il faut vraiment se poser la question du comment on interroge, comment on utilise le live aussi pour faire remonter les interrogations des publics, comment on prend le temps comment on prend le temps de l'échange, avec notamment en live les 15 secondes là, de décalage. Et j'espère vraiment que maintenant qu'on arrive à se revoir avec énormément de nouvelles contraintes, on va continuer à questionner tout ça, nos rapports au public, qui sont nos publics, faire des évaluations, des études de public, à se questionner sur nos postures et à aussi interroger nos formats en fonction de nos contraintes et pas simplement à reproduire les formats qu'on est habitué à utiliser. Très bien. Je te remercie, Noémie, pour une réponse très détaillée. Sauf si tu as quelque chose à ajouter, la prochaine fois, on va continuer avec Catherine Wallian, donc notre chargée de formation à l'école de la médiation, qui va nous parler du rôle politique de la médiation. Une question qu'on a posée à, pareil, tous nos professionnels de la communication, de la médiation. Est-ce que, Noémie, tu veux ajouter un dernier mot avant qu'on termine? Là, en 2 mots, là, on est dans une phase un peu intermédiaire et assez angoissante aussi. C'est que pendant le confinement, on s'est dit ça va durer le temps du confinement. Après, on a rouvert et on s'est dit voilà, on rouvre et ça va vers le mieux. Et puis effectivement là, on est aussi en train de naviguer complètement à vue, de pas savoir du tout ce qui se passera demain. Donc, ça continue à
à nécessiter énormément de capacités d'adaptation. Et je sais qu'on les a, ces capacités-là, mais j'espère juste qu'on va pas s'épuiser en route, quoi. Et donc, continuons à faire des belles choses, mais reposons-nous aussi de temps en temps. Très bien dit. Très bien dit. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt. À très bientôt.